Bienvenue au château de Chantilly, dans la salle du Jeu de Paume, pour une exposition événement exceptionnelle. C'est l'exposition des Très riches heures du duc de Berry, le manuscrit le plus célèbre du monde, enfin dévoilé, en partie dérelié, pour la première fois de son histoire. Une exposition qui a lieu ici au château de Chantilly du 7 juin au 5 octobre 2025. Le manuscrit des Très riches heures du duc de Berry est le plus célèbre du monde et peut-être aussi l'un des moins visibles. Il a été montré que 2 fois depuis la mort du duc d'Aumale et nous proposons cet été de le montrer au public d'une façon tout à fait inédite. Sa restauration nous permet de montrer de façon déreliée les 12 miniatures du calendrier. Et après l'exposition, ce manuscrit sera à nouveau relié et ne pourra plus être montré comme ceci. Cette exposition se propose surtout de replacer ce chef-d'œuvre dans son contexte de création, de comprendre la complexité, la longévité de cette même création tout au long du XVe siècle et aussi d'expliquer son statut d'icône mondiale de manuscrit le plus célèbre du monde. Et puis surtout, nous avons réuni plus d'une centaine de prêts tout autour de ce manuscrit. Par exemple, tous les livres d'heures du duc de Berry sont ici réunis à Chantilly pour la première fois depuis 1416. Et c'est un événement qui peut se passer qu'ici parce que les Très riches heures sont soumises aux clauses du testament du duc d'Aumale qui interdit de prêter les collections en dehors du château de Chantilly. Mais par ailleurs, vous avez des tableaux, des sculptures, des manuscrits, des pièces d'orfèvrerie, de broderie qui permettent de replacer ce chef-d'œuvre dans son contexte avec des prêteurs du monde entier qui nous ont fait confiance et qui ont permis l'éclosion de ce véritable événement. Un livre d'heures, c'est un livre à l'usage des laïcs, un livre de prières qui servait à suivre les prières du quotidien et également les prières de l'année. C'est le best-seller du Moyen-Âge, c'est-à-dire que toute personne qui a quelques moyens a un livre d'heures auprès d'elle, mais c'est aussi un livre très personnalisable qui reflète le statut, la dévotion de son propriétaire. On a affaire ici à un prince, Jean de Berry, qui est l'un des plus grands princes de la fin du Moyen-Âge en France, qui est à la tête d'une immense librairie, en grande partie ici présentée, mais qui est aussi un grand amateur de livres d'heures. Et tout au long de sa vie, il va en commander. Et son dernier livre d'heures, le plus abouti, le plus révolutionnaire, c'est les Très riches heures du duc de Berry. Cette exposition est l'aboutissement d'années de préparation et d'années aussi de restauration. À vrai dire, ce manuscrit des Très riches heures était fragilisé, les marges étaient salies, les premiers cahiers se détachaient et surtout certaines miniatures présentaient des craquelures dans leur peinture qui menaçaient de tomber. Et donc, après des années d'analyse, de comités, d'examens préalables, nous avons procédé avec l'atelier Coralie Barbe à la restauration de ce manuscrit. Une opportunité qui nous a permis de préparer cette exposition et de présenter de manière inédite tous ces feuillets déreliés. L'introduction de l'exposition se penche sur la redécouverte des Très riches heures qui est due à Henri d'Orléans, duc d'Aumale, le grand collectionneur de Chantilly, le fondateur du musée Condé. En 1855, alors que le duc d'Aumale est en exil en Angleterre, on lui signale que passe en vente dans une maison de jeunes filles à Gênes un manuscrit français très important. C'est le conservateur du British Museum, de la bibliothèque du British Museum, qui est un Italien, Antonio Panizzi, qui est lié au duc d'Aumale, qui lui signale cette vente. Le duc d'Aumale se rend à Gênes, consulte ce manuscrit dans cette maison de jeunes filles et reconnaît les armes, le portrait du duc de Berry, mais aussi des grands monuments comme le Mont Saint-Michel, le château de Vincennes. Et voilà qu'il s'agit d'un manuscrit très important, d'un manuscrit français qu'il s'agit dans sa tête finalement d'acquérir pour le ramener à terme en France. Il va procéder à cela et découvre un wonderful book d'après ses propres mots. On a toutes les archives ici le montrant et il va présenter ce manuscrit à la reine Victoria et bien vite beaucoup de chercheurs, d'amateurs vont vouloir voir
ces heures du duc de Berry qu'on ne connaît pas encore comme les très riches heures. Le duc d'Aumale va faire réaliser un coffret qui est ici présenté pour renfermer et conserver ces très riches heures, avec par Antoine Vecht cette plaque de platine qui s'inspire des enluminures des frères de Limbourg, avec les armes du duc de Berry, avec les armes du duc de Savoie, deux des propriétaires au XVe siècle du manuscrit. Et ce manuscrit va gagner en notoriété petit à petit. Le duc d'Aumale va être l'un de ses premiers promoteurs en commandant des reproductions photographiques ou gravées. Et c'est en 1881 que Léopold de Lille, le grand chartiste et savant, va découvrir dans l'inventaire du duc de Berry la mention des très riches heures que faisaient Paul et ses frères, Paul de Limbourg et ses deux frères. Et c'est à ce moment-là que ce manuscrit, les heures du duc de Berry, sont redevenues les très riches heures du duc de Berry. Jean de France, duc de Berry, est fils, frère et oncle de roi. C'est l'un des plus grands princes de la fin du Moyen-Âge en France, très fier de son statut de prince des fleurs de lys. D'ailleurs, on le voit dans les très riches heures, ses armoiries sont présentes partout, les lys de France. C'est un prince lettré, on va le voir, grand mécène, mais dont la vie a été chahutée par les crises que traverse le royaume. C'est d'abord la guerre de 100 ans entre Anglais et Français, qui d'ailleurs a provoqué la captivité de Jean de Berry pendant 4 ans en Angleterre pour remplacer son père Jean le Bon, qui lui-même avait été captif avant lui. Et c'est d'ailleurs en Angleterre qu'il va élaborer toute son emblématique, son héraldique, notamment l'ours, qui va être l'un de ses animaux fétiches et emblématiques, qu'on trouve ici sur le gisant du duc de Berry, à ses pieds. C'est aussi une époque qui a été traversée par les pestes, par le grand schisme, avec 2 papes qui divisent la chrétienté. Ça va être aussi l'époque des routiers qui ravagent les campagnes, et enfin des factions princières entre Armagnac et Bourguignon à la fin de la vie du duc de Berry, qui se disputent un pouvoir laissé vacant par la folie du neveu du duc de Berry, qui est Charles VI, le roi fou. Donc une période assez troublée, mais paradoxalement une période aussi de grand renouveau des arts, notamment autour de 1400, un véritable âge d'or porté par des grands princes mécènes, au premier rang duquel se trouve le duc de Berry. Alors tout autour de moi se trouvent finalement les témoignages illustres de ce mécénat, avec évidemment la bibliothèque, on va y revenir. Le duc de Berry est l'un des plus grands bibliophiles de son temps, mais pas que, un grand bâtisseur. On a des témoignages dans les très riches heures du duc de Berry, des fabuleux châteaux qu'il a pu reconstruire, réaménager, comme le château de Mehun-sur-Yèvre en Berry, mais aussi des châteaux, le château de Poitiers en Poitou, l'hôtel de Nesle à Paris, etc., etc. Et puis des fondations aussi religieuses ou funéraires, avec la Sainte-Chapelle de Bourges, qui est érigée en 1392, qui va là aussi récolter tous les bienfaits du duc de Berry. On a des manuscrits extraordinaires avec des représentations du duc de Berry. On est à l'époque justement de la naissance du portrait en tant que tel, et le duc de Berry est très soucieux de transmettre son image. Donc des manuscrits de la Sainte-Chapelle de Bourges, mais aussi des sculptures autour de moi, dues soit à André Bonneveux, soit à un artiste très important qui s'appelle Jean de Cambrai, qui va réaliser pour la Sainte-Chapelle de Bourges le gisant du duc de Berry, mais aussi certains pleurants ou d'autres sculptures qui sont derrière moi. Alors ce gisant est incroyable. C'est le chef-d'œuvre de la cathédrale de Bourges qui quitte exceptionnellement, c'est un véritable événement, cette cathédrale de Bourges. On a beaucoup de prêteurs évidemment qui nous soutiennent dans cette exposition, au premier rang desquels le musée du Berry à Bourges, la Bibliothèque nationale de France, mais aussi ici la direction régionale des affaires culturelles de la région centre. Et ce gisant, restauré pour l'occasion, montre finalement aussi ce mécénat, ce grand prince en manteau d'hermine, les pieds sur un ours. Alors pourquoi l'ours? Revenons là-dessus. L'ours, c'est parce que en anglais, l'ours c'est bear, et donc par homonymie avec Berry, on a ici ce choix tout à fait singulier. Il y a aussi un saint, le saint patron du Berry, qui s'appelle Ursinus, Ursin, d'où le fait que le duc emploie à la fois l'ours mais aussi le cygne Ursinus
pour son emblématique. Et puis, on reconnaît surtout les traits, ce visage assez large, les rides, les pas de doigts, un prince vraiment au soir de sa vie qui se fait représenter dans toute sa vérité par Jean de Cambrai, qui est un sculpteur, qui est son valet de chambre, qui, à l'image des frères de Limbourg, les enlumineurs des Trérigeurs, est proche du duc. Eh bien, le duc de Berry se fait représenter comme il était, à la fois ici, mais aussi au mois de janvier des Trérigeurs. Et dans ce mois de janvier, comme vous le savez, il est coiffé d'un bonnet en poil d'ours. Jean de Cambrai a aussi réalisé ces deux sculptures incroyables qui garnissaient le tombeau du duc de Berry, un tombeau qui a été achevé après sa mort sous Charles VII. Mais ici, au début du XVe siècle, ce sculpteur a réalisé ces deux pleurants qui nous ont été prêtés par le musée du Berry à Bourges. Et celui-ci est incroyable, c'est-à-dire que vous avez cette schématisation extrêmement moderne où on ne voit ni le visage ni les mains, mais vous avez ces plis extrêmement fluides en tuyaux qui montrent la grande modernité du mécénat et des artistes qui entourent le duc de Berry. Ce même Jean de Cambrai est l'auteur de cette Vierge à l'enfant incroyable, où vous avez le même traitement des drapés, également en marbre, qui est une redécouverte en quelque sorte. Cette Vierge vient de l'église de Marcoussis dans l'Essonne, c'est aussi un prêt exceptionnel, et j'ai pu découvrir, grâce à des archives inédites, qu'il s'agissait d'un don du duc de Berry au grand maître de France, Jean de Montaigu. Donc c'est dû à Jean de Cambrai, on reconnaît le même traitement stylistique, et il s'agit là de montrer que le duc de Berry était un collectionneur pour lui-même, mais aussi pour ses proches, et que toutes ces grandes œuvres d'art, manuscrits, sculptures, pièces d'orfèvrerie, participaient de toute une cour qui s'échangeait des cadeaux et qui mettait les arts finalement au premier plan. Grâce à l'exposition, nous avons pu réétudier cette bibliothèque princière, celle du duc de Berry, qui est l'une des plus importantes de la fin du Moyen-Âge. À vrai dire, dans son inventaire, près de 300 manuscrits sont décrits. Et dans le catalogue de l'exposition, vous verrez que nous avons pu en retrouver 127. Alors, une partie très illustre est présentée ici grâce à plusieurs bibliothèques importantes, comme la Bibliothèque nationale de France, notre partenaire exceptionnel, grâce à la Bibliothèque de Genève, grâce à la bibliothèque du musée Condé ou la Morgan Library de New York. Et on voit ici tous les intérêts du duc de Berry qui ne reculait devant rien pour acquérir des livres, et les livres les plus somptueux. Souvent des livres, vous voyez, de grande taille, de taille aristocratique, somptueusement illuminés, dignes d'un grand prince. Des livres principalement en français, même si la première classification que nous montrons ici, ce sont les livres de théologie, les livres de religion avec, on y reviendra, des livres d'heures, des psautiers, des bréviaires, mais aussi des livres de morale, de politique, pour être un bon prince, pour bien gouverner. Beaucoup de traductions en français de livres antiques, des traductions qui ont été commandées par le frère du duc de Berry, Charles V, et dont le duc de Berry se procure, achète ou commande des exemplaires richement illuminés. Et puis, si on continue, on a aussi des livres d'histoire qui permettaient là aussi à ce prince d'apprendre des exemples anciens. Et enfin, des livres d'astrologie, d'astronomie, qui expliquent aussi le grand intérêt pour les livres d'heures, pour le calendrier notamment de ces livres d'heures. Alors parmi ces livres, parmi les auteurs qui travaillent et que fréquente le duc de Berry, c'est Christine de Pisan qui peut par exemple être mentionnée avec un manuscrit très important ici de la Bibliothèque nationale de France. C'est le livre de la Cité des Dames qui a été enluminé à Paris, donc on est vers 1407-1409, par le maître de la Cité des Dames, où on voit l'auteur avec des personnifications, des allégories féminines, la droiture, la justice, en train de construire une citadelle. Donc tout un discours qui prône les vertus féminines et qui montre aussi les relations très étroites qui ont été établies entre le duc de Berry et Christine de Pisan, qui, à chaque fois qu'elle produisait un nouveau texte, commandait un manuscrit enluminé très précieux pour l'offrir au duc.
L'un des temps forts de cette exposition, un véritable événement historique, c'est la réunion dans un seul lieu des 6 livres d'heures commandés par le duc de Berry. Ces 6 livres d'heures sont autour de moi. Ils ont des noms qui nous parlent à tous, qui font rêver: les belles heures, les grandes heures, les petites heures, les très belles heures, les très riches heures. Tous ces noms sont tirés de l'inventaire de la librairie du duc de Berry, établi à sa mort en 1416, qui est présenté en début de section. Alors pourquoi tous ces livres d'heures? À vrai dire, le duc de Berry en avait près de 18, des livres qu'il avait parfois hérités, qu'il avait aussi pu acheter, et derrière moi vous avez les 6 qu'il a commandés. Alors pourquoi autant? C'est une sorte de gourmandise, d'avidité, c'est-à-dire qu'il essaye à chaque fois d'être à la page, d'avoir des livres d'heures qui le suivent dans ses déplacements, qui sont très personnalisés et qui à chaque fois font appel aux enlumineurs les plus avant-gardistes. Vous avez certains livres d'heures qui sont enluminés par des artistes plutôt dans la tradition du XIVe siècle, comme Jean Lenoir, un successeur de Jean Pucelle, et puis ensuite d'autres qui sont peints par Jacquemart de Hédin, qui va être un peu une sorte de préfigurateur des frères de Limbourg, un peintre du Nord mais très marqué par l'Italie, qui va peindre des grands feuillets dans les grandes heures du duc de Berry, ou un diptyque formidable dans les très belles heures de Bruxelles, où on voit le duc de Berry en prière avec ses saints patrons devant la Vierge, en semi-grisaille, assez incroyable. Et puis, dans ses livres d'heures, le duc de Berry fait parfois ajouter bien plus tard de nouveaux feuillets, par de nouveaux artistes, comme pour être toujours à la pointe, à la page. C'est le cas par exemple dans les petites heures ou les très belles heures de la BNF, où vous avez les frères de Limbourg, on va revenir sur ces 3 personnalités, qui ont rajouté vraiment à la fin de la vie du duc de Berry des feuillets en l'hommage au duc. Ces livres d'heures sont très célèbres, notamment celui de New York, les Cloisters de New York, parce que vous avez les belles heures qui sont ici représentées. C'est un manuscrit très important qui préfigure les très riches heures et qui est dû aux frères de Limbourg. Qui sont les enlumineurs principaux des très riches heures du duc de Berry? À vrai dire, c'est 3 frères, Jean, Paul et Herman de Limbourg, qui sont originaires de Nimègue, en Gueldre, c'est-à-dire dans les Pays-Bas actuels, qui sont très jeunes et qui sont attirés en France par leur oncle, Jean Malouel, le peintre de ce tableau formidable prêté par la Gemälde Galerie de Berlin, un peintre qui travaillait pour la reine de France Isabeau de Bavière, puis pour le duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, le frère du duc de Berry. Et ces 3 frères donc, vont être formés à Nimègue, puis aux côtés de Jean Malouel, avant de se voir confier la réalisation d'un manuscrit qui est ici. Ils vont être engagés par le duc de Bourgogne, qui les a libérés d'une captivité à Bruxelles. De France, ils se rendaient à Nimègue, ils ont été capturés, libérés grâce à l'intervention du duc de Bourgogne, qui leur confie la réalisation d'une Bible moralisée, qui est ici présentée, qui vient de la Bibliothèque nationale de France. Donc une Bible expliquée avec des centaines, des milliers de vignettes. Ils vont commencer ce travail et ce travail va se dérouler à Paris, et c'est sans doute à ce moment-là que le duc de Berry va visiter la maison, l'atelier où il se trouvait et va les voir à l'œuvre. En 1404, Philippe le Hardi décède, et que fait le duc de Berry? Il récupère les 3 artistes à son compte, des artistes qui avaient été formés à la peinture, à l'enluminure, mais aussi pour 2 d'entre eux à l'orfèvrerie, d'où leur grand intérêt pour les arts précieux. Et le duc de Berry va leur confier tout de suite la réalisation d'un livre d'heures, justement, toujours pour être à la page, avec des artistes les plus modernes et avant-gardistes, et il va leur confier entre 1405 et 1408-1409 la réalisation des belles heures du duc de Berry, qui sont aujourd'hui aux Cloisters à New York, qui sont présentées à Chantilly et qui préfigurent les très riches heures en termes de composition, d'influence à la fois nordique, à la fois également aussi italienne, de fluidité, de grâce. On est véritablement face à des artistes extrêmement novateurs, qui vont changer le paysage de l'histoire de l'art à Paris et à Bourges au début du XVe siècle.
Le manuscrit des Traits riches d'heures du duc de Berry a été commandé donc, par le duc vers 1411 et il est inachevé à sa mort en 1416. Et ces trois artistes, les frères de Limbourg, vont donc être les acteurs de cette première grande campagne qui va avoir déjà beaucoup de portée, beaucoup d'influence. À vrai dire, ce manuscrit, même s'il est inachevé, est célèbre dès sa création. Tous les artistes qui vont y contribuer vont s'en inspirer en reprenant ailleurs des motifs tirés de ce manuscrit et d'autres artistes qui vont voir indirectement ou directement ce manuscrit vont pouvoir s'en inspirer. C'est le cas d'orfèvres, de brodeurs, de peintres et d'enlumineurs. Et derrière moi, vous avez deux tableaux exceptionnels prêtés par la National Gallery de Washington qui nous montrent une sorte de langue commune avec l'art des frères de Limbourg, une grâce de ce gothique international, ce goût pour la mode aussi. Vous avez notamment ici ce portrait incroyable qui est un des tout premiers portraits féminins isolés à être conservé, qui est dû à un artiste anonyme franco-flamand. On est juste à l'aboutissement de la première campagne des Traits riches d'heures, donc vers 1415, 1420, peut-être légèrement avant, d'une princesse, on ne sait pas qui est représentée, dans cette mode qui a été transmise par les Traits riches d'heures, avec ce profil incroyable qui fait penser notamment au mois d'avril des Traits riches d'heures. Et puis de l'autre côté, c'est la Vierge enceinte et la suspicion de Saint Joseph, qui ne sait pas qui est le père encore de l'enfant de la Vierge. Et justement, ce Saint Joseph renfrogné, concentré, en fait, on retrouve cette figure dans la page de la procession de Rome de Saint Grégoire dans les Traits riches d'heures. Donc dans les manuscrits, dans les tableaux, dans l'orfèvrerie, on a des reprises. Et donc ce manuscrit des Traits riches d'heures, qui est aujourd'hui le plus célèbre, en fait, est déjà célèbre. Il est tellement novateur, on en a entendu parler, on connaît les frères de Limbourg, ils ont une sorte de renommée dès leur temps, qu'on aura une première influence qui va ensuite se confirmer, notamment dans les manuscrits. Et dans cette section, on évoque aussi le contexte de création des Traits riches d'heures, c'est-à-dire que les frères de Limbourg ne sont pas seuls comme grands enlumineurs en France au tout début du XVe siècle, notamment Paris, qui est la capitale européenne du livre, européenne aussi de l'enluminure, et le théâtre de tout un maillage d'acteurs de l'enluminure, de grands artistes très innovateurs. Et nous avons la chance de présenter notamment les Heures du maréchal de Boucicaut, un manuscrit incroyable qui vient du musée Jacques Marandré à Paris, où vous avez, un peu comme à l'image des Traits riches d'heures, ce travail sur la composition, ce travail sur la lumière. Vous avez un soleil qui irradie la scène de la fuite en Égypte. Vous avez ces couleurs aussi extrêmement vives, très bien conservées, et ce goût pour la vérité, pour le détail, qui, comme chez les frères de Limbourg, éclate ici à ce moment, au début du XVe siècle. On perd la trace des Traits riches d'heures en 1416, à la mort du duc de Berry. Elles sont encore inachevées, déreliées, et on ne sait pas exactement ce qu'elles deviennent. Elles ne passent pas dans le patrimoine transmis aux deux filles du duc de Berry qui ont survécu. Ont-elles été achetées par un des créanciers du duc de Berry? Il était déjà criblé de dettes. Sont-elles passées chez un marchand, chez un enlumineur, chez un autre prince? En tout cas, elles ressurgissent en 1436 à la libération par le roi Charles VII de Paris contre les Anglais, et on le sait qu'elles réapparaissent parce qu'un enlumineur à ce moment-là, le maître de Dunois, Jean Hincelin, s'en inspire et reproduit des motifs tirés notamment du calendrier dans certains manuscrits comme celui qui est présenté à côté de moi. Et puis 10 ans plus tard, vers 1446 très précisément, pourquoi? Parce que dans une des miniatures qui va être complétée à ce moment-là, on représente le tournoi du pas de Saumur, donc qui s'est déroulé en 1446 autour du château de Saumur. Et bien à ce moment-là, vous avez un peintre très important qui s'appelle Barthélemy d'Eyck, qui vient lui aussi du Nord, peut-être apparenté au frère Van Eyck, qui est le peintre du roi René, un grand bibliophile, et qui va compléter certaines miniatures du calendrier de manière assez brève, à vrai dire. Alors ce tournoi, à ce moment-là, de 1446, organisé par le roi René, l'a été en l'honneur du roi Charles VII. Est-ce que c'est le roi Charles VII qui possédait les Traits riches d'heures? Est-ce que c'est le roi René qui possédait les Traits riches d'heures?
On ne sait pas, à vrai dire, ce qui s'est passé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a cet artiste qui est dépositaire d'un nouveau langage. C'est l'ars nova flamande, l'art nouveau flamand. C'est-à-dire une vérité issue des primitifs flamands de Van Eyck, de Van der Weyden, qui va s'intégrer dans le décor des Trérichser avec des ombres, avec des reflets, avec une vérité qui est assez neuve et qui va, là aussi, placer ce manuscrit à l'avant-garde de l'art du XVe siècle. Cet artiste, Barthélemy Deck, va lui aussi s'inspirer dans d'autres manuscrits des Trérichser et il travaille notamment avec un autre artiste assez prolifique à la cour du roi René, en Provence, en Anjou, qui s'appelle Anguère en carton. Et l'exposition est l'occasion de montrer ce tableau incroyable qui est d'habitude assez haut sur les 6 messes du musée Condé. C'est la Vierge de Miséricorde, peinte notamment par Anguère en carton autour de 1452, donc la Vierge qui abrite sous son manteau toute la société, le pape, l'empereur, le roi, divers personnages, avec de part et d'autre monsieur et madame Cadard, Pierre Cadard qui est un médecin de Charles VI, donc à l'époque du duc de Berry, qui est ici mort et c'est son fils qui va commander ce tableau pour sa chapelle aux Célestins d'Avignon et qui montre là aussi, comme chez Anguère en carton, eh bien, ce souci de la vérité, ces volumes parfois assez franchement découpés et cette lumière assez également franche, typique de ces peintres à la cour du roi René. Et donc on va voir cela en fait aussi dans les Trérichser. On retrouve enfin les Trérichser, et là de façon assez précise et documentée, vers 1485 à la cour de Charles de Savoie, duc de Savoie. Comment les Trérichser sont passés à la cour de Savoie? Il y a finalement quelques hypothèses possibles. La première, souvent évoquée, c'est celle de Charlotte de Savoie, qui est l'épouse du roi Louis XI et qui aurait transmis ce manuscrit de la cour de France jusqu'à la cour de Savoie. On pense peut-être davantage dans cette exposition à la faveur des études qui ont été menées pour la préparer à un autre biais, un autre lien entre la cour de France et de Savoie qui est Yolande de France, fille de Charles VII et la mère de Charles Ier de Savoie qui va récupérer les Trérichser et qui va commander finalement leur achèvement avec un peintre assez célèbre à ce moment-là et très prolifique qui s'appelle Jean Colombe, un peintre de Bourges qui va d'abord être un élève en quelque sorte de Jean Fouquet, ce grand peintre du milieu du XVe siècle, et qui va à la cour de Savoie compléter les Trérichser, le calendrier, mais aussi le reste du décor. Et en revenant à Bourges, il va récupérer avec lui finalement des motifs, un carnet de modèles sans doute, qu'il va pouvoir réemployer dans beaucoup de manuscrits. Et c'est ce qu'on voit ici avec tous ces manuscrits qui viennent de la Bibliothèque nationale de France, de la bibliothèque du musée Condé, de la bibliothèque de Besançon, de Lyon, de Rodez, aussi de New York. Donc tous ces manuscrits qui forment des sortes de caisses de résonance des motifs des Trérichser. Bourges va être véritablement le lieu à la fin du XVe siècle où les Trérichser auront le plus de succès grâce à cet artiste qui récupère les motifs. Et puis, ce manuscrit va enfin passer de Savoie jusqu'en Flandre grâce au mariage de Philibert de Savoie avec Marguerite d'Autriche, la tante de Charles Quint, qui en 1504, à la mort de son époux, va rentrer en Flandre et va prendre dans ses bagages finalement les Trérichser du duc de Berry. Ce manuscrit sera à la cour de Malines, il sera relié en satin noir, ça sera sans doute la première reliure, quasiment plus d'un siècle après le début de sa création. Et à ce moment-là, des artistes de la cour de Malines, comme Simon Benning, grand enlumineur entre Gand et Bruges, vont à nouveau s'inspirer des Trérichser, et c'est ce qu'on voit dans les 3 miniatures prêtées par la Bibliothèque royale de Bruxelles, venant des heures Hennessy, où on voit les paysages enneigés, toutes les scènes aussi de chasse des Trérichser. Donc on a finalement à chaque étape de création et d'achèvement de ce manuscrit des artistes qui vont reprendre des motifs des Trérichser et s'en inspirer. Donc ce manuscrit est finalement très célèbre dès sa création à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance. Alors nous voici
auprès du Saint des Saints, c'est-à-dire les manuscrits du très riche d'heures du duc de Berry avec son calendrier dérelié. Le reste du manuscrit est présenté relié et tous les 15 jours, nous allons changer de page pour que vous puissiez venir et revenir admirer en vrai ces très riches d'heures. Alors, on commence évidemment par le mois de janvier, par le duc de Berry, à la table de son banquet, notamment le banquet des étrennes, c'était la principale fête où on échangeait des cadeaux. Et le duc de Berry, avec son fameux bonnet en poil d'ours, fait dire à son héros d'armes « approche, approche » à ses invités, mais il dit sans doute cela aussi pour le visiteur, le lecteur qui approche de ce manuscrit. Alors on a ici toutes ces tenues chamarrées, on a aussi ces couleurs héraldiques, on a un grand banquet avec cette table dressée, avec la nef d'orfèvrerie, avec le dressoir. C'est véritablement le faste du duc de Berry qui nous saute à la figure. Il est ici comme le dieu Janus, c'est-à-dire qu'il regarde vers le passé mais aussi s'adresse au futur. Il est sous un dais, dos à la cheminée, la place finalement centrale. Et puis ce qui est intéressant, sous cette lunette incroyable avec ce bleu de lapis lazuli qui était ce pigment qui valait plus cher que l'or, qui venait d'Afghanistan, eh bien vous avez représenté un épisode guerrier sur une tapisserie. Eh bien finalement c'est la toile de fond de ces très riches d'heures, c'est la guerre, c'est les crises, c'est la bataille d'Azincourt qui vient d'être perdue aussi par les Français. Et donc la guerre de Troie est un peu aussi le reflet de ce qui se passe tout autour, alors que la scène et le reste du calendrier montrent une sérénité incroyable. Le mois de février change tout à fait d'ambiance. Nous sommes face à l'un des premiers paysages enneigés de l'histoire de l'art. Et ici, tout est sourd, tout est engourdi par le froid, le ciel est bas. On se réchauffe auprès des paysans dans leurs petites masures, ces paysans qui sont sans pudeur, qui montrent tout au feu de la cheminée. Et derrière, vous avez les moutons qui sont frigorifiés, les ruches qui sont enneigées. Vous avez une paysanne un peu frileuse qui entre dans l'enclos. Et puis derrière, on coupe le bois. On a véritablement la vérité quotidienne qui apparaît ici. Et c'est ce qui a marqué tous les artistes et qui nous a marqué jusqu'à nos jours, c'est-à-dire que ce manuscrit a forgé notre imaginaire du Moyen-Âge et finalement c'est toute cette quotidienneté qui nous parle encore aujourd'hui. Au mois de mars, c'est les travaux des champs qui reprennent avec ce premier plan sous laboureur qui ici est complété par Barthélemy Deck sur un dessin sous-jacent des frères de Limbourg. Grâce à l'exposition, grâce surtout à des mois d'analyse qui ont été effectués au Centre de recherche et de restauration des musées de France sous la direction d'Élisabeth Ravaud, avec Marie-Pierre Dion, la conservatrice générale des bibliothèques du musée Condé qui a suivi tout cela. Des nouvelles informations, tous ces dessins préparatoires ont pu être retrouvés. Et puis à l'arrière-plan, derrière ce paysage très très construit, vous avez le château de Lusignan, qui est un château du Poitou, qui a été reconquis de manière très difficile par le duc de Berry, donc il était assez fier de le représenter ici comme l'une de ses grandes conquêtes. Et puis sur la tour principale, au-dessus, comme une girouette, vous avez la fée Mélusine sous forme d'un dragon qui apparaît ici. C'est la fée qui est attachée à ce château. Et la légende raconte qu'il s'agit ici d'une ancienne dame de Lusignan qui se transformait en dragon les samedis et elle ne devait pas être découverte par quiconque sauf qu'un jour son mari l'a surprise en dragon, donc elle s'est envolée et elle ne réapparaît que lorsque le château de Lusignan change de propriétaire et c'était le cas ici. Au mois d'avril, on a une scène beaucoup plus aristocratique, une scène de fiançailles au premier plan avec ces houppelandes qui sont dotées de tissus très précieux, une scène de fiançailles peut-être entre l'une des filles du duc de Berry, Marie de Berry, et le duc de Bourbon, Jean de Bourbon. Et à l'arrière-plan, l'un des châteaux plutôt franciliens du duc de Berry, le château de Dourdan, qui a été en possession du duc de Berry à partir de 1400 lorsqu'il en a hérité. Il a modernisé cette demeure. Et donc là, on a plutôt le quotidien, les grands événements qui ont marqué la vie du duc de Berry, et notamment cette scène de fiançailles. Au mois de mai, on continue dans cette veine aristocratique. Vous avez la fête du 1er mai lorsque on allait cueillir le mai, chercher le mai, c'est-à-dire qu'on dressait des couronnes de feuillage, qu'on s'échangeait entre amoureux. Donc toute une cavalcade nobiliaire, peut-être sans doute là aussi avec Marie de Berry et son fiancé, dans une forêt avec ces robes incroyables, notamment ces robes vertes
qu'offrait le roi pour ces fêtes du 1er mai. Et à l'arrière-plan, on aperçoit, un peu dans une sorte de crépuscule incroyable, eh bien c'est la ville de Paris qui est ici représentée de manière plus précise au mois de juin. C'est ici le palais de la Cité à Paris, notamment on aperçoit la Sainte-Chapelle, très importante pour le duc de Berry parce que ça lui permettait d'affirmer son statut de descendant de Saint-Louis, et c'est également pour cela, pour célébrer cela, qu'il a fondé 2 Sainte-Chapelles à Bourges et à Riom. Donc un château extrêmement bien représenté. Donc les Tréréjuzdar en fait forment aussi des sources très précieuses pour les historiens de l'architecture, pour les archéologues, parce qu'elles nous montrent des châteaux qui ont parfois été soit transformés, soit détruits de manière extrêmement précise. On peut imaginer ici les frères de Limbourg prenant des relevés de ces résidences, ici l'un des sièges du pouvoir royal, et qui est pris depuis l'hôtel de Nesle, à vrai dire, c'est-à-dire l'hôtel parisien du duc de Berry. Le point de vue est tout à fait choisi. Et au premier plan, complété par Barthélemy d'Ecke, donc 30 ans après les frères de Limbourg, on a cette scène de fenaison où en cadence on récolte le foin dans une île qui était près de l'île de la Cité. Donc là aussi, ces décors aristocratiques et ces scènes paysannes au premier plan. Au mois de juillet, on continue avec le rythme des saisons qui scande ce calendrier, avec la tonte des moutons, avec les récoltes des blés, là aussi de manière très précise. Et à l'arrière-plan, vous avez le château de Poitiers, avec ce plan triangulaire qui se trouvait au nord de la ville, là aussi rendu de façon archéologique, qui nous montrait l'œuvre de bâtisseur du duc de Berry. Toutes ces résidences sont pour la plupart très détruites. Et puis ce qui est intéressant, c'est que sur les flots, sur les rivières qui bordent ce château, vous avez le cygne qui est l'un des emblèmes du duc de Berry. Au mois d'août, eh bien là on rebascule du côté aristocratique avec cette scène de chasse au vol, de chasse au faucon, qui était une chasse très féminine. D'ailleurs, vous avez en Amazone un certain nombre de princesses, peut-être d'ailleurs la fille du duc de Berry qui est représentée ici, avec des chiens au premier plan. On voit régulièrement des chiens. Le duc de Berry était un grand amoureux des chiens et c'est sans doute là aussi une de ses commandes. Et à l'arrière-plan, vous avez le château d'Étampes, l'un des châteaux franciliens du duc de Berry, qu'il a aussi remanié. Et puis une scène tout à fait triviale, de jeunes hommes qui se baignent nus dans la rivière et qui font la planche. Et ce qui est intéressant, c'est que les frères de Limbourg ont utilisé l'argent pour ces reflets de l'eau sur les corps humains. Donc des nouveautés là aussi artistiques qui sont tout à fait inédites et qui se retrouvent dans les Tréréjuzdar. Le mois de septembre est l'un des mois les plus reproduits, les plus célèbres, et il résume aussi la longue constitution des Tréréjuzdar. Sous la lunette, avec les signes du zodiaque qui est tracé et peint par les frères de Limbourg, vous avez en dessous ce fabuleux château de Saumur qui appartenait aux frères du duc de Berry, qui est représenté et qui a inspiré beaucoup d'artistes. C'est le château médiéval de Contes de Fées, et notamment il a inspiré Walt Disney pour le château de la Belle au bois dormant, et aussi le château de Disneyland Paris. Au pied du château, vous avez cette lisse qui est le signe du pas de Saumur de 1446, avec ce petit édicule en marbre blanc. Et c'est ce détail qui a permis de dater l'intervention de Barthélemy d'Ecke. Et puis, au premier plan, tout en bas, eh bien, c'est 40 ans plus tard, Jean Colombe qui complète. Donc, vous voyez les 3 équipes d'artistes qui se retrouvent ici. Plus on descend dans le temps. Vous avez Jean Colombe qui peint cette scène de récolte, de vendange, avec là aussi une sorte de quotidienneté, de trivialité qui devait amuser ceux qui ont consulté et qui ont prié autour des Tréréjuzdar, avec des vignerons qui montent leurs culottes, qui dégustent le raisin. Vous avez une femme enceinte qui se repose, qui réajuste sa coiffe. Donc c'est là aussi un résumé extraordinaire de ces Tréréjuzdar, mais aussi de leur fortune. Au mois d'octobre, une autre page très célèbre, parce qu'il s'agit de la première représentation fidèle du Louvre, du château, du palais du Louvre au Moyen-Âge, le Louvre de Charles V, qui est représenté dans toute sa complexité architecturale, sa nouveauté architecturale aussi. Et le long de la scène, on a des petits personnages habillés à la mode de 1440, ce qu'on a pu vérifier grâce aux campagnes d'analyse scientifique et d'imagerie opérées par le C2RMF. Et donc on a le Louvre des frères de Limbourg, autour de la scène plutôt Barthélemy d'Ecke, et au premier plan également Barthélemy d'Ecke sur un dessin sous-jacent préparatoire des frères de Limbourg qui nous montre un semeur et une herse qui permet de reboucher finalement les sillons. Donc là aussi, le grand Louvre des rois est au premier plan, le rythme
rythme des travaux des champs ici au mois d'octobre. Le mois de novembre, lui, est entièrement peint par Jean Colombe, donc à la fin du XVe siècle. C'est cette scène de glandée où on va nourrir les porcs des glands des chênes durant l'automne-hiver, et avec ce porcher qui a ce geste dansant qui lui aussi a été inventé par les frères de Limbourg. On a retrouvé le dessin préparatoire. Et puis, au mois de décembre, eh bien, c'est un résumé là aussi de tout ce cycle du temps. Vous avez à l'arrière-plan ce fabuleux château de Vincennes avec ce grand donjon et toutes ces hautes tours, qui est le lieu de naissance du duc de Berry. Et puis au premier plan, par Barthélemy d'Aigle, 30 ans plus tard, c'est l'halalie du sanglier, la mise à mort du sanglier dans une clairière du bois de Vincennes, avec là aussi toute la vérité des chiens dont la bave dégouline, du sonneur de cor, des piqueux, qui mettent à mort l'animal. Donc finalement, la naissance du duc de Berry, la mort d'un animal, c'est le cycle du temps, le cycle de la vie qui se referme ici à la fin du calendrier. Donc tout ce calendrier peut être ici découvert de manière inédite, et puis le reste des enluminures, parce que finalement les Trérigeurs, il y a certes ces 12 mois, mais il y a beaucoup d'autres enluminures. Le manuscrit présente 130 miniatures, 66 grandes, 65 petites. Le reste des miniatures pourra être découvert sur les feuilletoirs numériques, sur les facsimilés, sur tous les dispositifs de médiation de l'exposition. Et puis tous les 15 jours, nous allons changer de page des Trérigeurs. Nous commençons par l'homme anatomique, mais toutes les autres plus célèbres miniatures des Trérigeurs pourront être découvertes tout au long de l'exposition. L'exposition présente aussi les analyses et leurs résultats scientifiques inédits qui ont été menés avec une salle immersive où on peut rentrer dans tous les détails, dans toutes les étapes de constitution de ce manuscrit. On explique véritablement la complexité et toutes ces nouvelles informations recueillies à la faveur des nouvelles technologies. Et puis on finit par la fortune des Trérigeurs, qui forme finalement le manuscrit le plus reproduit au monde, depuis l'époque du duc d'Aumale, qui a procédé au tirage photographique, aux héliogravures aussi, qui ont permis de diffuser notamment le calendrier. Et en fait, il y a peu d'œuvres d'art qui résument aussi bien dans notre conception collective une période historique. C'est le cas des Trérigeurs, qui ont inspiré tous les artistes, tous les grands écrivains, tous ceux qui se sont penchés sur cette période historique. Et on veut montrer cela à la fin de l'exposition, c'est-à-dire que ce statut d'icône mondiale remonte finalement au Moyen-Âge, au XVe siècle, où dès leur création, les Trérigeurs ont inspiré, et j'espère qu'ils vont continuer à vous inspirer. Donc venez au château de Chantilly pour découvrir de manière inédite les Trérigeurs du duc de Berry. Venez, revenez voir de manière exceptionnelle et unique ce manuscrit mythique des Trérigeurs du duc de Berry ici au Jeu de Paume du château de Chantilly entre le 7 juin et le 5 octobre 2025. Et c'est l'occasion à la fois d'adresser tous nos remerciements au ministère de la Culture qui a élu l'exposition d'intérêt national, mais aussi les partenaires exceptionnels de cette exposition, la Bibliothèque nationale de France et le musée du Berry à Bourges, et puis tous les mécènes qui ont accompagné la restauration et la valorisation du manuscrit, au premier chef la Fondation Étrillard, les Friends of the Domain de Chantilly et tous les collectionneurs qui entourent cette association, la TEFAF, l'Académie des Beaux-Arts, Sotheby's et tous les mécènes particuliers, fondations d'entreprises qui nous accompagnent, tous les prêteurs également qui ont fait de cet événement une occasion unique dans l'histoire de découvrir ce manuscrit comme on ne le verra plus jamais.